Bonsoir à tous et bienvenue. Dans ce journal, nous parlerons de cette vague de réaction à la loi portant réglementation des véhicules de transport avec chauffeur VTC et les plateformes digitales de mise en relation. Une décision difficilement accueillie par les acteurs du secteur qui plaident pour un assouplissement des conditions d'exercice de l'activité. On parlera aussi du prix Confucius d'alphabétisation 2021 de l'UNESCO qui a été attribué à une ONG ivoirienne, le groupement des alphabétisateurs par les TIC. La remise du prix a eu lieu ici à Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara qui salue et encourage les efforts des initiateurs à réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Et puis à l'étranger, l'ex-premier ministre malien Soumaïlou Boubaï Maïga est décédé ce lundi à l'âge de 67 ans à Bamako. L'ex-collaborateur d'Ibrahim Boubacar Keïta était en détention dans une affaire de fraude présumée. Je vous l'annonçais à l'instant, le prix Confucius d'alphabétisation 2021 de l'UNESCO a été attribué à une organisation non gouvernementale ivoirienne, l'ONG dénommée les alphabétiseurs par les TIC. La remise du prix a eu lieu ici aujourd'hui à Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara. On fait le point avec Salif Yalekwe. On va dans les réunions, je ne sais pas écrire mon nom, ni numéro de téléphone. Je suis obligé de donner mon nom ou j'écris, mes enfants écrivent sur un petit feuille, je donne, il faut regarder, tu vas écrire mon nom. Mais maintenant, je ne peux plus ça. Donc, je donne ce message à toutes les femmes. Tous ceux qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, il ne faut pas qu'ils vont avoir honte. Pour aller apprendre à lire, à écrire, tu vois que c'est un perte du temps, ce n'est pas un perte du temps. Un témoignage édifiant d'Assetou Samba, qui traduit le succès du programme d'alphabétisation fonctionnelle des commerçants d'Abidjan grâce à l'utilisation des TIC, initié par l'ONG, Groupement d'alphabétisation par les technologies de l'information et de la communication. Lauréate du prix UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Confucius d'alphabétisation 2021, l'ONG a été célébrée par l'institution onusienne en présence de la première dame ivoirienne. Dominique Ouattara a encouragé ces dames et leurs encadreurs à poursuivre leurs efforts pour réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Je soutiens toutes les actions de promotion de l'alphabétisation, au nombre desquelles le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation. Vous pouvez être fiers de vous, car ce prix consacre votre compétence en matière d'alphabétisation. J'invite donc toutes les parties prenantes à intensifier leur initiative afin d'atteindre des taux d'alphabétisation records dans notre pays. Créé en 2005, grâce au soutien du gouvernement de la République populaire de Chine, ce prix accorde une attention particulière à l'alphabétisation fonctionnelle en mettant à profit les environnements technologiques en faveur des adultes en milieu rural et des jeunes non scolarisés. Malgré tous les efforts entrepris, il n'en demeure pas moins que les femmes restent les plus touchées par l'analphabétisme et l'illettrisme. En effet, sur les 47% d'analphabètes que compte la Côte d'Ivoire, les 2/3 sont des femmes et cette disparité s'accentue davantage en milieu rural. Loin d'être une fin en soi, ce prix doit vous motiver à redoubler d'efforts pour avoir davantage d'impact et toucher encore plus de bénéficiaires. L'ONG a reçu une médaille d'honneur et un chèque de 15 millions de francs CFA pour accompagner le renforcement du projet. Entre 2018 et 2020, 1360 élèves se sont inscrits à ce cours. Parmi eux, 97% de femmes. Engagé pour promouvoir l'alphabétisation. Par ailleurs, ces actions dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ont été évoquées en marge du Salon international de l'agriculture à Paris. Le CNS, Comité national de surveillance et de lutte contre le travail des enfants, et l'organisation Les Amis de San Pedro se sont rendus dans des lycées et collèges pour présenter aux élèves le caractère éthique et responsable du cacao produit en Côte d'Ivoire. Des échanges qui ont permis aux élèves français de connaître les origines du chocolat et le travail mené par le CNS en vue de la protection des enfants en proie à une traite dans des plantations. Les précisions de Pierre-Di Pomelin. Collège Rosa Luxembourg d'Aubervilliers, en région parisienne. Dans cette classe de 5e, une fois n'est pas coutume, un cours particulier sur le cacao ivoirien est dispensé aux élèves, illustré par une projection vidéo sur la cacaoculture. Si les élèves de cette école sont de grands consommateurs de chocolat, ils ignorent presque tout sur sa production et ses origines.
Il s'agissait pour le CNS, Comité national de surveillance et de lutte contre le travail des enfants, et les Amis de San Pedro, initiateurs de cette activité, de montrer le caractère éthique et responsable du cacao ivoirien. Je tiens à remercier le collectif du CNS et la Première Dame qui œuvrent contre le travail dissimulé des enfants en Côte d'Ivoire, de permettre cette association de la Côte d'Ivoire à la France, une belle coopération éducative. Nous avons la chance d'avoir des enseignants très engagés comme M. Lucie, qui ouvrent leurs portes au sein de la classe, qui amènent les élèves à cette réflexion du processus du cacao, de l'élévation du cacao-culteur, des difficultés qu'on peut rencontrer et aussi du bénéfice qu'on peut en tirer. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait entre le travail des enfants et le travail socialisant. Le cacao se cultive dans des petites exploitations familiales. Donc, bien entendu, parfois des enfants qui ont des parents paysans peuvent accompagner leurs parents au champ pendant les vacances scolaires. À ce niveau-là, on ne doit pas leur confier des travaux qui sont dangereux, mais plutôt des travaux qui participent de leur éducation, de leur apprentissage et de leur culture. Les enfants que nous enseignons, ces enfants-là, ils vont grandir, donc ils vont se retrouver dans les instants où on discute du prix du cacao. Donc ils pourront faire cause pour nos cacaoculteurs pour valoriser les prix. Des livrets remis aux élèves retracent le combat que mène la Première Dame, Dominique Ouattara, et le CNS pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. J'ai appris que le cacao, il nourrit plus de 8 millions de personnes et que là, je venais de goûter le chocolat et que j'ai aimé et c'est très bon. J'ai retenu que concernant le travail des enfants, les enfants, ils ne sont pas exposés à travailler dans les champs et que leur place serait à l'école. Mais que quelquefois, ils peuvent aller aider leurs parents dans les champs pour des travaux simples et pas les travaux qui peuvent risquer leur vie. On a pu apprendre beaucoup de choses sur le cacao, la manière dont c'était fabriqué. Et puis aussi, on est tous touchés par le combat pour que les enfants puissent aller à l'école et ne pas faire des métiers d'adultes alors qu'ils sont enfants. Un cours qui a permis aux élèves de découvrir des cabosses de cacao et d'en apprendre beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Ce programme didactique s'est tenu en marge du SIA, Salon international d'agriculture. Initié depuis 5 ans en France par l'association Les Amis de San Pedro, ces visites dans les collèges et lycées visent à promouvoir le cacao made in Côte d'Ivoire. Le pays en est le premier producteur mondial avec plus de 40% de la production de l'offre. La Côte d'Ivoire accueille en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations. Yamoussoukro, la capitale politique, avec sa basilique notamment, son lac aux Caïmans, ses larges avenues ou encore ses villages environnants de Tisserand, n'est pas en marge. Une opportunité d'investissement que veulent saisir les opérateurs du secteur. De plus en plus, on voit pousser dans la ville des hôtels rivalisants de charme et de qualité. C'est un sujet de Nadia Eidja et Sylvain Conan. D'une centaine d'hôtels en 2019, Yamoussoukro, la capitale politique, compte aujourd'hui environ 233 établissements d'hébergement, toutes catégories confondues, soit environ 4 852 chambres, selon les données de la Direction régionale du tourisme. À Yamoussoukro, le secteur de l'hôtellerie est le premier pourvoyeur d'emplois. Et Yamoussoukro est aujourd'hui une destination du tourisme de séminaires, du tourisme d'affaires, du tourisme de loisirs, du tourisme culturel. Nous gagnons en termes de capacité. Nous gagnons en termes de qualité et nous gagnons en termes de respect de la réglementation et des normes en matière de construction et d'hébergement touristique. Un secteur qui est de plus en plus compétitif, surtout avec la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe le nez. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire et nous qui sommes dans le domaine, nous devrions nous mettre à la tâche, faire un travail vraiment décent, comme je l'avais dit, des chambres qui pourront se vendre seuls. Parce que l'hôtellerie, c'est ça, c'est la propriété et c'est la qualité des chambres. Loukou Yedri s'est investi dans l'hôtellerie de cette ville carrefour depuis 1985 et est en ce moment en pleine rénovation de son réceptif. On est en train de tout reprendre et en ajouter. Là, par exemple, c'est des salles de réunion. Alors nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir mettre vraiment le paquet et que le client qui viendra en 2023 revienne en 24 pour se reposer ou bien faire ses shopping à Yamoussoukro. À côté des hôtels qui existent depuis des dizaines d'années,
en note ceux qui viennent d'ouvrir leurs portes à la faveur de cette compétition continentale. Nous sommes en train de nous préparer pour la CAN 2023. Là, nous avons soufflé un peu après l'investissement qui a été fait. Donc, faire tourner la machine, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger. Nous avons repéré notre cible. Chacun aussi prend sa part du gâteau. Chacun sa part de marché. Nous n'avons pas peur de la concurrence. Si le financement du secteur était sujet à hésitation, la Coupe d'Afrique des Nations, qui arrive dans quelques mois, facilite la démarche. En raison donc de la CAN qui pointe à l'horizon, toutes les banques classiques nous font la cour. Les microfinances nous font également la cour, se disposent à nous aider à répondre au rendez-vous, à ce grand rendez-vous intercontinental. Beaucoup sont en rénovation, beaucoup sont en extension, beaucoup sont déjà prêts. À quelques mois, on peut vous dire avec certitude et conviction que les hôteliers à Yamoussoukro sont prêts à répondre au rendez-vous intercontinental en ce qui concerne le football. Pour les acteurs de l'hôtellerie, il faut en plus préserver le potentiel naturel de la ville afin de pérenniser l'activité au-delà de cette compétition. On attend également que les sites touristiques à Yamoussoukro soient rénovés, réhabilités. Les lacs au Caïman sont couverts de nénuphars. Ce n'est plus joli pour la ville. Ce n'est pas digne de notre ville. Et Yamoussoukro, qui fait une porte ouverte sur le tourisme mondial, n'a pas une vitrine assez intéressante en ce moment. Parallèlement aux hôtels, les chantiers pour des infrastructures sportives de qualité se poursuivent. 6 stades dans 5 villes sont prévus pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Après Yamoussoukro, direction maintenant le centre-ouest du pays et on se rend précisément à Zienaoula, dans la région de la Maraoué. La ville fait sa mue en matière de culture de rente. Sur le déclin à cause de la sécheresse qui sévit dans la région, le binôme café-cacao est en train petit à petit de laisser une place importante à l'anacarde. Les femmes de la coopérative de production et de distribution d'Issoa de Goïtafla ne sont pas en marge de cette mutation. Elles qui sont aujourd'hui pleinement engagées dans la production, la commercialisation et la transformation de la noix de cajou. Comment en sont-elles arrivées là? Quelles sont leurs ambitions? Et quels sont les défis auxquels elles sont confrontées? Mardoché Kwasi et Mathurin Badé sont allés à leur rencontre. Le reportage. Guilou Irié, épouse Trabi, dirige la coopérative de production et de distribution d'Issoa des femmes de Goïtafla. Cette organisation, spécialisée à sa création dans la production du vivrier, a décidé de diversifier ses activités en se tournant notamment vers la production d'anacarde. Quand ça ne peut pas aller dans le feu commun, il faut réorienter les activités. Donc, comme nous sommes une coopérative de production et de distribution, donc on a commencé à former nos producteurs d'anacarde. Toutes ces femmes qui sont là, elles sont productrices, mais elles sont aussi aujourd'hui à la transformation. En plus de la production, cette coopérative s'adonne également à la collecte des produits des planteurs des villages environnants, mais aussi et surtout à la transformation de la noix de cajou. Une aubaine pour les petits producteurs du département de Goïtafla et la vingtaine d'employés de l'unité de transformation. Si on envoie nos produits ici et ils pèsent bien nos produits, au moment que nos enfants ils vont aller à l'école, on a besoin de l'argent pour nous aider. Si on vient chez eux, ils nous aident pour nous donner de l'argent. Donc ça nous arrange, c'est pour cela toujours on envoie nos produits ici. Tout point là, on a pris pour faire anacarde. Parce que anacarde là, ça nous amène aussi des trucs qu'on peut faire à venir de nos enfants. Oui, aujourd'hui là, il y a champ et puis il y a travail. Ça me permet de m'occuper de mes enfants. Ça me permet d'avoir ce que je veux. Dame Trabi et son équipe ne transforment qu'une infime partie de leur production. Ils sont obligés de sous-traiter une partie de la chaîne de transformation, ce qui augmente leur coût de production et affecte leur compétitivité. La transformation, il y a une étape qu'on appelle ici. C'est ce qu'on appelle le dépelliculage. Et comme on n'a pas ça, on s'en va faire ça à Yamoussoukro. Et puis le transport nous fatigue. C'est pour tout cela que notre souhait, c'est d'avoir la chaîne complète ici. Ces difficultés ne freinent en rien les ardeurs de cette coopérative qui a pour ambition de bâtir une véritable usine de transformation de la noix de cajou, ce qui lui permettra de transformer toute sa production et celle de tout le département. On est arrivé jusqu'à l'écoussage, mais on veut aller au dépelliculage pour arriver encore ici. Au lieu que ça aille en Inde, les Indiens vont envoyer aux États-Unis. Ça peut quitter ici pour aller. Et je sais que si chaque village, chaque coopérative de Côte d'Ivoire essaie de faire ce qui est là, l'export des noix brutes là, ça va diminuer. La campagne 2022 de commercialisation de l'anacarde
a officiellement démarré le 4 février dernier. Le gouvernement a fixé à 305 francs le prix plancher obligatoire bord champ du kilogramme de cajou. Si l'un des défis majeurs reste la consolidation de la place de leader mondial en termes de production qu'occupe la Côte d'Ivoire, l'autre plus stratégique demeure la transformation locale de cette production qui accroîtra le leadership de la Côte d'Ivoire en la matière. En bref, ces images de l'ambassadeur saoudien en Côte d'Ivoire chez le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan-Bertin, ce matin à son cabinet au plateau, le ministre Kwadjo Konan-Bertin et son hôte ont parlé du renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont également évoqué les bonnes relations qui lient la Côte d'Ivoire à l'Arabie saoudite. Suite à plusieurs plaintes d'associations de transport abidjanais, l'autorité de régulation du transport intérieur RTI a rappelé les textes en vigueur dans le secteur des transports publics particuliers de personnes. Le décret concerne entre autres les voitures de transport avec chauffeur ou VTC et les plateformes digitales de mise en relation. Une décision difficilement accueillie par les acteurs du secteur qui plaident pour un assouplissement des conditions d'exercice de l'activité. Ils se sont confiés à Saïdi Ouedraogo et Karine Kassi. Depuis l'annonce de l'application de la nouvelle réglementation sur les VTC, véhicules de transport avec chauffeur, Yves Amand, gestionnaire d'une flotte de 200 véhicules, s'inquiète pour son business. J'ai entendu parler d'une carte de transporteur, par exemple, pour chaque véhicule qui est mis en circulation. C'est-à-dire que chaque fois qu'un propriétaire vient nous confier un véhicule, il faut que ce véhicule-là ait une carte de transporteur. Est-ce que le propriétaire du véhicule qui est venu nous confier son véhicule peut accepter qu'on fasse une mutation des documents du véhicule en notre nom pour pouvoir l'exploiter? Une inquiétude qui se retrouve aussi chez les propriétaires de véhicules. Vous voyez l'investissement que nous avons mis dans ce véhicule, jusqu'à 2 à 16 chevaux, et puis aujourd'hui on nous dit on ne peut pas travailler avec ces véhicules, c'est vraiment dommage. Donc franchement, que l'État essaie de revoir la situation par rapport aux personnes qui ont pris des crédits pour investir, pour nourrir leur famille, entretenir leur famille, se prendre en charge. Les chauffeurs ne sont pas épargnés par ces nouvelles mesures. Désormais, il faut disposer d'un certificat d'aptitude de conduite routière pour exercer, ce qui ne ravit pas JJ Elvis Boris. On ne parle de conduire, pour conduire un véhicule, il faut avoir un certificat et le permis. C'est d'abord un. De 2, on nous demande que le certificat est renouvelé chaque année, or le permis est renouvelé chaque 5 ans. Bon, et si dans un bref délai, dans un mois, n'a pas conduit, n'a pas d'argent, tu fais comment? Cette situation n'épargne pas non plus les concepteurs d'applications de mise en relation de VTC. Armand Saï trouve cette loi irréaliste. Quand on parle de libéralisation, c'est un système qui permet à des personnes qui ont des voitures de venir les inscrire sur une plateforme de mise en relation. Le travail que fait la structure de mise en relation, c'est de permettre à ces personnes qui ont des voitures, qui les ont inscrits sur une plateforme, d'avoir plus de clients. Maintenant, aujourd'hui, si l'État nous demande à nous de mettre les noms sur les cartes grises, sur les cartes grises des voitures, ça pose un problème. Parce que ce n'est pas notre rôle d'acheter des voitures. Notre rôle est de faire de la mise en relation. Selon la fêtière ivoirienne des VTC, plus de 95% des véhicules en fonction ne pourront plus circuler à l'application de la loi. Le président de la Mutuelle des entrepreneurs de VTC de Côte d'Ivoire rassure. L'État est conscient des investissements des uns et des autres. Même si la loi devait s'appliquer, elle allait s'appliquer progressivement. Donc nous demandons à tout le monde de travailler correctement, de vaquer à leurs occupations et que les discussions ont été programmées pour pouvoir essayer de voir tous les points à améliorer encore pour que l'activité se porte bien. Les VTC ont explosé en Côte d'Ivoire ces 3 dernières années. Un mode de transport qui a fini par s'imposer dans les habitudes des Ivoiriens. Les taxis-compteurs avaient protesté contre une concurrence déloyale. Pour assainir le secteur, le gouvernement ivoirien a sorti une série de mesures dans le cadre d'une nouvelle réglementation. À l'étranger, le Mali vient de perdre une autre figure du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'ex-premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga
est décédé ce lundi dans une clinique de Bamako où il avait été transféré pour des soins sous escorte sécuritaire. Frappée par ce deuil, la famille pointe du doigt la junte militaire qui aurait fait la sourde oreille aux appels pour une évacuation sanitaire à l'étranger telle que recommandée par les médecins. Un reportage de Thiemé Danger. Soumeïlou Boubèye Maïga n'est plus. L'ex-premier ministre malien a croisé le chemin de la Grande Faucheuse aujourd'hui lundi dans une clinique de Bamako. Il y avait été évacué sous escorte de la garde pénitentiaire de la maison centrale d'arrêt de Bamako où il était détenu depuis août 2021. Inculpé pour faux, usage de faux et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'achat d'équipements militaires et sur l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense, la santé de Boubèye Maïga dans le pénitencier de la capitale s'était dégradée. Suite à l'avis médical favorable pour une évacuation à l'étranger, son épouse avait saisi le 2 mars dernier le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, sans suite. Déjà en décembre dernier, dans un communiqué, les médecins faisaient déjà le constat de la gravité de son état et concluaient à l'impérieuse nécessité de son évacuation à l'étranger. En vain. Chef de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, l'ex-premier ministre a été incarcéré suite à une enquête du BVG, Bureau vérificateur général. L'autorité malienne indépendante avait dénoncé des pratiques de surfacturation, de détournement de fonds, de fraude, de trafic d'influence et de favoritisme. Nommé Premier ministre en 2017, Boubèye Maïga avait été contraint à la démission après le massacre de quelques 160 civils Peuls en avril 2019 à Ouagassogou par des présumés chasseurs dongons et après une série de manifestations dénonçant la mauvaise gestion du pays. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.